Cosa Vostra. J'imaginais pas, en fait, nous, on a toujours travaillé sur l'autonomie, la liberté du client. Et en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, le client, ce dont il a envie, c'est qu'on fasse tout pour lui. Rien foutre. Ouais, non, mais vraiment, enfin, tu peux le dire. Mais ça amène quand même à certaines évolutions au niveau du produit. Puis il y a quand même il faut faire attention pour des raisons de RGPD. Et puis il faut que ce soit bien encadré, tout ça, parce que c'est important pour le client. Il faut sécuriser quand même l'acte d'achat. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, ton styliste beauté peut aussi tout faire pour toi. T'as déjà créé ton compte. Et donc, elle va te faire livrer où tu veux ton panier. Mais elle t'envoie le lien de paiement. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Isabelle Rabier, qui est la cofondatrice de Joli Moi. Salut Isabelle, tu vas bien ? Bonjour, très bien, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Joli Moi, si vous ne connaissez pas, est une nouvelle façon de conseiller et vendre des produits de beauté via une communauté de stylistes indépendants que vous appelez les ambassadeurs et de vendre via les réseaux sociaux avec cette communauté. C'est une boîte que tu as fondée il y a 3 ans. Actuellement, vous avez plus d'1 millier d'ambassadeurs, hommes et femmes. Absolument. Styliste, c'est ça, et près de 10 000 commandes par mois, donc c'est un très beau parcours jusqu'à présent, et puis on te souhaite plein de bonnes choses sur la suite. La raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui, c'est que j'avais parlé de toi avec Simon Ménard, je pense, le fondateur de Nidé, que vous pouvez écouter sur le panier, et est-ce que c'est possible, Viviane Lipsker ? Absolument. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'avec elle, on avait parlé de toi aussi. Elle m'avait dit tu devrais la recevoir un jour. Et ben voilà, donc Viviane qui a écrit le bouquin DNVB, qui est un excellent livre que je vous conseille sur le sujet. Je confirme. Qui m'a permis quelques intros aussi. Donc merci encore Viviane, pardon. Isabelle, donc tu as fondé Joli Moi il y a 3 ans. Avant, tu avais fondé une boîte de cosmétiques qui s'appelait Dermance, qui est toujours distribuée sur Joli Moi. Et la raison pour laquelle je te reçois, enfin en tout cas les sujets que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est l'histoire, le développement de cette plateforme, parce que c'est une place de marché sur laquelle on va trouver, enfin c'est pas une véritable place de marché, mais c'est une plateforme sur laquelle tu as une offre d'une 50aine, je crois, de marques. Oui. C'est ça. De l'autre côté, tu as des ambassadeurs, et du troisième côté, il y a 3 côtés, tu as les clients finaux. Donc, comment est-ce que en quelques années tu arrives à trouver ces partenariats, ces marques que tu vas sélectionner sur pas mal de critères, tu nous en diras plus, et à trouver ton bassin d'audience pour aller écouler à date 10 000 commandes par mois, et j'espère bientôt plus, 10 000 commandes de parfois plusieurs produits. Ah bien sûr, oui. C'est ça, hein, okay. Oui. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui m'intéresse vraiment, je l'ai abordé à plusieurs reprises, mais on a gratté la surface avec des invités, c'est le social selling, le social commerce. Vous êtes parmi les seuls, voire les seuls à faire ça en France. On est la seule plateforme, on est vraiment les spécialistes du social selling dans la beauté, sur la verticale de la beauté, et on est les seuls effectivement aujourd'hui à proposer une plateforme pour les marques qui veulent se lancer sur ce modèle de distribution. Qui est un modèle qui est passionnant, dans un univers connexe de la micro-influence, de l'influence, de la vente sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a plein de sujets autour de ça, et je suis impatient que tu nous en dises plus. Bienvenue. Merci. Comment est-ce que tu définis Joli Moi ? Alors pour moi, Joli Moi, c'est vraiment une nouvelle façon de conseiller et de vendre des produits de beauté à un client final. On le fait avec une approche tout à fait originale qui va allier la technologie et l'humain. Ça, c'est vraiment au cœur de notre projet, notamment en proposant à chacun et chacune de faire un profil beauté, d'avoir une première recommandation beauté et ensuite de se connecter à une styliste beauté ou un styliste beauté et du coup de se faire conseiller de manière totalement individuelle quand il veut ou quand elle veut finalement, notamment via les réseaux sociaux.
alors j'entre tout de suite dans un détail, mais qui me semble super important. Si vous allez sur Joli Moi, vous allez pouvoir faire un parcours découverte, je sais pas comment tu l'appelles. Oui, bah c'est le beauty. Enfin, on appelle ça le Beauty Affinity. C'est vraiment un outil de matching beauté. Donc, dans un premier temps, tu peux faire ton profil beauté et on va te proposer une première sélection personnalisée de produits au sein de notre catalogue avec un match beauté. Donc, ça va de 0 à 100% de match. Ce qui est super intéressant, c'est que ça prend la forme d'un bot et d'une discussion. Du coup, vous êtes un homme, une femme, vous êtes un teint clair foncé, mat, vous avez les yeux bleus, les cheveux blonds, enfin voilà. Et vous êtes intéressé par du maquillage, des produits de beauté, de la cosmétique. Ça nous donne cette sélection. Et le next step, du coup, on explique aux auditeurs, le next step, c'est que tu vas me permettre, donc tu vas me donner ma sélection et me mettre en relation avec un ambassadeur ou une ambassadrice d'ailleurs, puisque vous avez des hommes et des femmes. Tu m'as dit que vous avez pas mal d'hommes. On a une majorité de femmes encore aujourd'hui, mais c'est une vraie volonté de notre part d'élargir notre offre et aussi notre communauté aux hommes. On a constaté depuis 3 ans qu'en fait, la façon de conseiller et de recommander qui était finalement très intime, puisqu'en fait, on va vraiment créer une relation en one-to-one, hein, avec presque un personal shopper. C'est vraiment le styliste beauté, c'est votre styliste beauté à vous. Et ça permet à beaucoup d'hommes, notamment, qui sont toujours parfois un petit peu timides pour aller dans des points plus traditionnels, qui n'ont pas forcément envie de passer des heures en boutique ou de se livrer, en fait, sur des lieux publics, et bien d'avoir une conversation avec ce styliste beauté ou cette styliste beauté et de te conseiller de manière très personnalisée. Et donc ça, c'est vrai qu'on a senti une forte demande côté homme et on est ravis de pouvoir accueillir aujourd'hui des hommes en tant que styliste beauté et du coup des hommes clients, ça oui. Est-ce que le ratio styliste homme-femme est représentatif du ratio de clients homme-femme? Non, on a plus de clients hommes que de stylistes hommes. Oui, okay. oui, de loin. Enfin, pour te donner un ordre d'exemple, pour te donner quelques chiffres, notre base de clients hommes, ça va être autour de 10%, ce qui est quand même, aujourd'hui, c'est vrai que notre offre est quand même principalement tournée vers la femme, donc c'est pas choquant. Mais par contre, si je te donne le pourcentage d'hommes dans notre communauté, on va être à peut-être 2-3%, donc on n'y est pas encore. Mais on développe beaucoup de choses pour... 10% d'acheteurs hommes et 2-3%, tu m'as dit, d'ambassadeurs hommes. Oui. Okay. C'est quoi la genèse de Joli Moi? Alors la genèse, elle remonte à il y a un petit bout de temps finalement, parce que elle vient c'est un spin-off en quelque sorte. C'est vraiment une nouvelle start-up, mais qui est née d'une première expérience que j'ai eue grâce à la création de ma première marque dont tu as parlé, qui s'appelle Dermance. Dermance, c'est une marque que j'ai lancée en 2010 sur les bancs de l'école. J'étais encore étudiante, avec un associé qui s'appelle Grégory Crossley, et c'est une marque que j'ai lancée déjà sur un modèle, aujourd'hui on appellerait ça une DNVB, puisqu'on formulait, on faisait produire et on distribuait nous-mêmes cette marque, donc via un modèle comme ça de conseil par des ambassadeurs. Donc on avait déjà à l'époque constitué un réseau d'ambassadeurs, sauf qu'à l'époque... Pour vendre une seule marque. Pour vendre notre marque. Ouais. Donc c'était vraiment le canal, tu vois, la verticale. T'as beaucoup de marques aujourd'hui qui développent ce modèle de distribution en des pure players, vraiment, ils ont leurs produits, ils les distribuent en physique et en digital via des communautés ambassadeurs. Bah, ça, c'est Dermance. C'est ce qu'on a créé, c'est ce que j'ai créé en 2010. Et puis, le temps a passé. C'est une marque Dermance qui est destinée aux femmes matures, qui se positionne plutôt sur une tranche d'âge de 45 ans et plus, et en fait assez vite, et c'est une marque assez ciblée. Donc le projet de la marque, c'était vraiment de créer des essentiels, une gamme courte, très bien positionnée en termes de prix, très efficace. On a beaucoup travaillé sur la R&D, on a eu des brevets avec l'INSERM, donc c'était une marque en plus qui était très R&D mais côté bio. Dans ce premier projet, on s'est associé avec des chercheurs, enfin c'était vraiment assez génial. Mais si tu veux, au niveau de la distribution, parce que pour déployer un modèle comme ça de distribution en pure player, il faut être capable en fait de à la fois servir, une fois que tu as un portefeuille de clients, il faut être capable à un moment de l'optimiser, de lui vendre un certain nombre de produits. Et là en fait, nous, c'était un peu limité parce qu'on avait, je sais pas, une quinzaine de références sur cette marque. Pour te donner un petit ordre d'idée, les concurrents sur des modèles similaires à l'époque avaient plutôt 300 références. Et nos stylistes, enfin à l'époque, nos conseillères beauté avaient besoin en fait, pour en vivre ou pour développer leur activité commerciale, de plus de produits. Et donc là, c'est là où tu commences à pressentir la genèse du projet Joli Moi. On s'est vite aperçu que, en fait, on était un peu limité dans le développement de ce projet avec Dermance, parce que moi, j'avais une vision du digital déjà et de, en fait,
L'idée, c'était de créer des ateliers en contact avec le client et ensuite de le digitaliser, donc de faire toute la partie repeat et accompagnement sur le digital, donc en e-commerce. Mais on était sur une cible d'adopteurs qui étaient quand même plutôt seniors, et donc on avait quand même des freins et des frictions et côté client et côté ambassadeur, parce que la particularité, ce qui est assez génial dans ces modèles-là, c'est que souvent les ambassadeurs sont vraiment le miroir de tes clients. Donc c'est des communautés. Donc nos ambassadrices à l'époque, les conseillères beauté d'Hermance, elles avaient 45 à 70 ans. Nos clientes aussi. Mais du coup, si tu veux, on cumulait un peu une double friction et côté vendeur et côté client sur la partie digitale. Or, ma vision déjà à l'époque sur cette première entreprise, c'était vraiment de digitaliser un métier traditionnel qui est la vente qu'on appelle la vente à domicile, la vente par réseau, et de vraiment la digitaliser. Et ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Et donc, assez vite, j'en suis arrivée à la conclusion que j'allais pas pouvoir développer cette première start-up comme je l'avais imaginé. J'avais quand même assez vite, tu vois, tous ces freins qui se cumulaient. Peu de références, une cible finalement de clients qui n'étaient pas forcément les personnes qui allaient être les plus digitales tout de suite, et ainsi de suite. Et en même temps, mais ça remonte à déjà, c'était en 2016, j'avais quand même de plus en plus de marques qui venaient nous voir parce qu'on s'était fait une réputation sur le marché vraiment on avait eu des prix qui nous avaient été décernés par la Fédération de la vente directe. Et donc les marques venaient à nous en nous disant mais c'est absolument génial ce que vous faites, créez cette espèce d'intimité avec vos clients pour votre marque. Moi je veux que ma marque elle fasse la même chose. T'avais combien d'ambassadrices ? Écoute, on est arrivé jusqu'à 200 ambassadrices. Ok. Ouais. Et c'était que des femmes pour le coup, à l'époque. Ouais. Avec un principe d'incentive et de commission. Vraiment le même modèle, un modèle de commissionnement. C'est le modèle ce qu'on appelle aujourd'hui le social selling, mais bon, la vente directe, c'est un modèle où vous avez des ambassadeurs qui sont commissionnés sur leur chiffre d'affaires de 20 à 30%. C'est le modèle aujourd'hui dans le commerce qui est le plus rémunérateur. C'est celui qui rémunère le plus le vendeur. Ok. Donc des freins que tu identifies et en même temps des marques qui viennent me voir et qui disent et je vais citer notamment Boris Gratini avec Nelmatic. Je sais pas si tu le connais, c'est le fondateur de la marque Nelmatic. Des rencontres comme ça et des gens qui ont envie de venir sur notre réseau, et le modèle qu'on avait développé en pure player sur Dermance n'était pas forcément adapté à ça, parce que c'est pas la même chose que d'être une plateforme et de distribuer d'autres marques versus la tienne, évidemment, en termes de chaîne de valeur. Les marges sont pas les mêmes. Et donc, mais en tout cas, ça a fait germer une petite idée. Et après, évidemment, en parallèle de ça, sur le marché, c'était la très forte croissance et le développement des réseaux sociaux, des blogueurs, des influenceurs, le fait que les marques de plus en plus confiaient leur image à des individus, là où avant, c'était quand même assez cloisonné. Et donc, si tu veux, en mettant bout à bout tout ça, je me suis dit que qu'il fallait absolument développer un nouveau modèle, une plateforme qui permettrait en fait à toutes ces marques qui le souhaitent de bénéficier d'une plateforme professionnelle avec des indépendants et que ce soit maîtrisé, et moi qui me permettrait du coup de vraiment faire ce que j'avais déjà envisagé, digitaliser ce métier, le professionnaliser et le déployer at scale en fait sur le marché pour que ça devienne une vraie alternative à la distribution traditionnelle. Dermance, vous faites ça combien de temps ? Dermance, je l'ai fait de 2010 à 2016. T'avais un peu j'ai toujours. T'as commencé sur les bancs d'école ? Oui. Ah, je sais. Oui. Mais je réalise, je suis très heureux. J'ai beaucoup de femmes en ce moment sur le panier, pardon. C'est une bonne chose. Je m'en plaignais l'année dernière. Donc tu fais ça sur les bancs d'école. Tu trouves un job en parallèle ou tu en vis ou c'est Non. T'avais levé des fonds ? Je n'ai jamais été salariée de ma vie. Donc, je suis entrepreneur voilà. Depuis que je suis sortie de l'école. Je n'avais pas d'argent. Ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'on a fait à l'époque un prêt étudiant on a investi chacun 50 000 euros dans notre boîte pour constituer les premiers stocks, faire les premières 50 000 études. que tu avais emprunté. Que j'avais emprunté, ouais. Donc il y a un moment où il faut le rembourser. mais oui, donc là j'ai fini de rembourser mon prêt étudiant. Mais donc on a d'abord emprunté avec mon associé, on n'était pas salariés et on s'est salariés assez tard. On a bénéficié, comme on avait un volet très R&D et recherche, à l'époque ça s'appelait pas la BPI, ça s'appelait Oseo. C'était post-Lanvar, en fait, tu vois, ça a eu plein de noms. Et donc, nous, on a eu des aides de la part d'Oseo pour travailler sur toute la partie formulation. Donc, toute la partie, si tu veux, prototypage, formulation des produits, lancement du produit physique de la marque, elle a été financée notamment par ça. Et on a eu un gros coup de chance, si tu veux parler de Dermance, avec un passage télé sur Télématin en 2010, qui a complètement propulsé la boîte. C'est très drôle. Et qui a vraiment lancé la boîte. Tenouch, c'est ça ? Non, c'était pas avec elle. Oh là là, mon Dieu, j'oublie. C'était vraiment sur Télématin. Oui. Ok. Qui a lancé la marque ?
En fait, c'était limite un peu tôt pour nous, parce qu'en fait, on avait à peine reçu nos stocks. À l'époque, nous, on faisait toute la partie. Je me rappelle, dans nos bureaux, on avait des bureaux à Arcueil qu'on partageait avec une autre start-up qui avait créé en même temps que nous, d'ailleurs, pareil, d'HEC Entrepreneur, qui s'appelle Et moi. Et avec Adèle et Nathalie, on avait partagé des locaux et on avait un entrepôt, un espèce de stockage adossé aux locaux, et on avait reçu nos stocks. Et là, si tu veux, on n'avait pas un début de dispositif commercial, on avait à peine un e-commerce, voilà. Et là, on passe sur Télématin. Et c'est comme ça que tout a démarré et qu'on a eu plein de candidatures. On a eu plus de 300 candidatures partout en France pour devenir conseillère d'Hermance. Et donc, on a pris notre petite mallette avec mon associé et on a parcouru la France pendant 6 mois pour aller à la rencontre de tous ces candidats qui voulaient nous rejoindre et devenir des ambassadeurs de la marque. Ça a été un sacré périple. Et comment ça on était 2 dans la boîte. Ok, ouais. Donc bon, on a fait vraiment beaucoup de terrain et c'était très, très instructif. Du coup, 2016-2017, tu te rends compte que le modèle a des limites, mais qu'il y a un besoin. Il y a d'autres marques qui te contactent. Oui. Et là, c'est compliqué. C'est un peu compliqué parce que déjà, il faut quand même malgré tout faire le deuil. Aujourd'hui, je suis ravie et que Dermance continue et c'est des produits qui sont très appréciés, donc c'est toujours une grande fierté parce qu'on a passé beaucoup de temps vraiment sur la formulation des produits. Malgré tout, il faut reconnaître que le Dermance aujourd'hui n'est pas le projet que j'avais envisagé au moment du lancement. Et depuis, mon associé a quitté l'aventure. Donc, il faut quand même à un moment faire le deuil. Moi, j'ai eu assez peu de temps pour faire ce deuil parce que c'est peut-être dans mon caractère, mais j'ai très vite embrayé sur ce nouveau projet qui est Joli Moi parce que j'avais un sentiment d'urgence. Je voyais plein de choses se passer sur le marché et je sentais qu'il fallait vraiment aller lancer une plateforme multimarque en social selling. Mais quand même, ça a été difficile parce qu'il a fallu convaincre. Moi, j'avais des actionnaires dans ma première startup, donc dans Dermance. Et il a fallu quand même les convaincre. Moi, j'avais vraiment envie de créer une autre startup. C'était un projet totalement différent pour le coup, où on n'a pas nos propres marques, où c'est très tech. Donc, c'était pas les mêmes ressources, c'était pas les mêmes personnes. Enfin, tu vois, c'était vraiment hyper différent. Et du coup, il a fallu convaincre ses premiers actionnaires que l'aventure allait continuer, mais différemment de ce qu'on avait envisagé. Et ça, c'est jamais simple. Moi, j'étais plutôt sur une population d'investisseurs business angel, certains professionnels qui, du coup, sont plus aptes à recevoir ce type de messages. Oui, on a la maturité de comprendre qu'un investissement... Voilà, et puis d'autres, et en l'occurrence, je le comprends, pour qui ils ont fait plutôt un investissement ou deux, et en l'occurrence chez nous. Et je pense que c'était plus compliqué à comprendre pour eux. Il y avait beaucoup d'affect, et peut-être trop. Et du coup, ça a été une période difficile pour moi, parce que j'étais seule à l'époque, mon associé étant parti, et j'ai dû quand même faire tout ce travail d'explication, de conviction, sans compter qu'évidemment, ça a commencé à devenir dur financièrement. Enfin, tu vois, après toi, en tant qu'entrepreneur, t'as pas forcément non plus un super salaire. Voilà, c'est compliqué. C'était compliqué, c'était dur. Et bien, j'ai passé plus de 6 mois, en fait. Vraiment, enfin, c'est important cette période de temps parce qu'elle est longue, à convaincre mes actionnaires de me laisser partir, entre guillemets, vers cette nouvelle aventure. Parce que moi, j'avais dans mon pacte vraiment une clause de d'exclusivité, et ce qui est normal, enfin, ce qui est dans une certaine mesure. Pardon ? Il y en a qui t'ont suivi ? Ils ont tous accepté. Je devais obtenir l'unanimité. En tout cas, ils ont tous accepté à l'unanimité. Ça, c'était indispensable que j'ai l'unanimité de tous mes actionnaires. C'était un peu plus, quand même, une quinzaine d'actionnaires. Ils ont tous accepté que je me lance dans cette nouvelle aventure. Il n'y avait pas de syndicat, c'était 15 votes. Ah, c'était 15 votes. Ouais. Okay. Et donc, il fallait, en gros, après avoir fait le tour, tu sais, quand tu fais une levée de fonds, surtout sur des business angels, tu échanges en one-to-one avec beaucoup d'entre eux. J'ai une petite expérience dans la gestion des business angels. Et après, j'ai dû aller les voir, les convaincre. Alors, il y en a évidemment dont j'étais le plus proche. Il y en avait quelques-uns qui étaient venus avec 2-3 amis. Donc, si tu veux, c'est plus facile parce qu'ils jouaient un peu le rôle d'intermédiaire. Mais j'ai quand même passé 6 mois à présenter mon plan, à expliquer ce que j'allais faire. Et je les ai évidemment embarqués dans la nouvelle aventure. Ça, c'était le deal. Embarqué, capitalistiquement. Capitalistiquement, oui, absolument. Ils ont remis au pot ? Ils ont remis au pot et ils ont été actionnaires de la nouvelle entité. Les 15 sont venus ? À une personne près, oui. C'est avec des conditions particulières ? Ils ont eu, au niveau de... Les premières actions, oui, elles étaient nominales, quoi. Enfin, tu vois, c'était pas... oui, absolument. C'est bien ? Ce que je considère des conditions... Non, mais, alors, a posteriori, si tu me demandes... Quand on fait une levée de fonds, en général, tu as le prix nominal et tu as une... t'as une valorisation qui n'est pas au nominal. Oui, le terme m'échappe, une prime d'émission, quoi, en gros. Qui, absolument. Donc, eux, ils sont entrés au nominal, ce qui est en général beaucoup moins cher qu'avec sans la prime d'émission. C'est assez honnête de ta part, c'est bien ?
en tant qu'entrepreneur? Écoute, tu vois, si tu me demandes aujourd'hui, et en toute transparence, et en plus je peux le dire parce qu'aujourd'hui, voilà, les choses sont apaisées, il y en a beaucoup qui ont pu faire un exit depuis et qui ont récupéré leur capital et tout. Je pense que c'est compliqué honnêtement, de lancer. En fait, c'est tellement difficile déjà, tu vois, de collecter cette énergie, de repartir en fait dans un nouveau projet. Quand tu as vendu ta boîte, quand ça s'est bien terminé, c'est un peu plus facile peut-être. Construire sur les cendres, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que j'aurais dû, à mon avis, enfin aujourd'hui rétrospectivement, je pense que psychologiquement j'ai beaucoup porté et ça aurait peut-être été plus facile pour moi de vraiment, entre guillemets, clôturer ce dossier et repartir de 0-0 en fait. Parce que, enfin, tu repars pas de 0 quand t'as l'expérience que j'ai eue, si tu veux, mais j'entends... Tu dis que ça aurait été, avec le recul, plus facile. C'est un enseignement? Ouais, c'est vraiment un enseignement. Je trouve ça très difficile Et en même temps, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que pour moi, c'était la chose à faire et c'était faire. Mais maintenant, avec le recul, j'ai dû gérer en fait... Parce qu'en fait, au final, ces personnes qui ont... Et il y a quelques exceptions, donc je vais pas généraliser parce qu'il y a vraiment des personnes que j'adore et qui me soutiennent beaucoup dans ce nouveau projet, mais la plupart, en fait, c'est pas la raison pour laquelle ils m'ont suivi au départ. Pour eux, le projet, c'était d'Hermance. Et donc, se retrouver, même pour eux, dans une nouvelle aventure dont finalement, pour laquelle ils ont moins d'intérêt et qui était moins leur projet de départ, bah, ils sont moins engagés, ils sont plus passifs ou parfois réfractaires à certaines évolutions. Donc, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer ça, surtout quand tu commences à faire rentrer des nouveaux investisseurs. Et des associés, parce que tu as cofondé seul, mais maintenant tu fais rentrer 3 associés. Oui, okay. Mes associés sont rentrés hyper tôt dans la boîte, donc il y avait déjà ces actionnaires, si tu veux. On est toutes cofondatrices, okay. On est 4 cofondatrices. Elles sont rentrées très très tôt et elles ont lancé la boîte avec moi, donc ça, finalement, il n'y a pas tellement de sujets, et elles étaient au courant de cet historique. Mais c'est plus dans la gestion après des différents tours de table, même de l'engagement. Tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est important aussi d'avoir des gens qui sont impliqués dans ton projet, c'est difficile, et donc c'est bien d'avoir notamment des investisseurs qui croient en toi, qui croient en ton projet. Et là, j'avais forcément, et c'est normal, une forme une petite friction, parfois une grosse, et tu vois, en plus de tout le reste à gérer, il fallait que je gère ça. Et donc, rétrospectivement, je me dis, je pense que j'aurais été plus libre et plus libérée si j'avais pas eu en plus à gérer ce passif. Mais le fait de les rentrer dans la nouvelle entité était conditionné à l'obtention, à faire sauter ta clause de non-concurrence? En fait, ils n'ont pas du tout. Non, en réalité. Donc, tu as été proactive dans leur. J'ai été proactive là-dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont. Tu aurais pu t'en passer, quoi. Je sais pas, probablement que oui, mais ça aurait peut-être voulu dire un peu plus de négo. Peut-être ça voulait dire peut-être déposer et fermer la boîte d'Hermance, ce que je n'étais pas prête à faire non plus à l'époque. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui c'est une marque qui se développe très bien sur Joli Moi et c'est des très bons produits, donc j'avais pas envie de faire une croix sur cette première entité dont j'étais encore majoritaire d'ailleurs. Ça a peut-être joué. Voilà, mais on refait pas l'histoire. Mais aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner, en tout cas, aux entrepreneurs, et pour l'avoir vécu, c'est toujours plus sain, en tout cas, je pense, quand on repart sur un nouveau projet, de nettoyer devant sa porte avant de lancer un nouveau projet. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme une rupture ? Une fois que tu t'es séparé, c'est compliqué. Après, il y a quelques exceptions et il y a des business angels qui sont toujours dans Joli Moi et qui sont toujours très supportifs. Donc, je les en remercie. En anglais, on dit pull de plug. Et moi qui ai fondé plusieurs boîtes et qui en ai fermé quelques-unes malheureusement, cette période est difficile. Une boîte, je crois que j'ai fait le deuil pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai pas voulu oser. Je me suis même engueulé avec mes associés qui étaient mes meilleurs amis à l'époque. Enfin, c'est pas facile de faire le deuil d'un projet pour lequel tu vis, tu manges, tu respires 24 heures sur 24, absolument. En tout cas 20 heures par jour. Ouais, absolument. Donc... Mais bien m'en a pris, j'ai envie de te dire. Puisque grâce à cette expérience et grâce à ça m'a aussi permis de me relancer très vite. Ça m'a aussi permis, il faut quand même rendre à César, d'avoir des fonds. Parce que du coup, ils ont quand même financé le POC pour Joli Moi. Et grâce à ça, j'ai pu ensuite faire rentrer des investisseurs plus importants et lancer la boîte. Le principe du social selling... le principe du social selling chez Joli Moi, c'est que je vais donc avoir des produits qui me sont conseillés selon ma peau, mes envies, mes besoins. Je vais être en relation avec un ambassadeur, ces fameux 1000 stylistes qui sont à 2 ou 3% des hommes. Oui. Eux vont ensuite engager une conversation avec moi. On n'est pas allé au bout du process tout à l'heure. Oui. Mon point est le suivant. Et me proposer des produits et me faire acheter des produits sur lesquels ils vont prendre une commission. Quand tu lances, d'un point de vue technologique, comment est-ce que tu gères cette V1, ce POC ? Est-ce qu'il y a déjà une plateforme technologique pour les ambassadeurs ?
à l'époque? Alors, c'est une très, très, très bonne question. C'est toujours la problématique. Alors, quand tu lances une plateforme, ce qui est compliqué, c'est d'avoir d'un côté l'offre produit, enfin des choses à vendre, concrètement. En l'occurrence, dans notre modèle, des personnes pour les conseiller et les vendre, et derrière des clients. Et à l'époque, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait peu de moyens. On avait quand même des fonds, mais assez peu de moyens, et clairement pas 1 million sur la table pour perdre du temps à développer des outils technologiques et autres. Ce que j'ai commencé par faire, c'est vraiment... J'ai pris... donc, comme j'avais eu des petites touches comme ça de marques qui venaient à moi, et que j'étais évidemment créateur de marques, j'avais la chance d'avoir ce réseau de marques amies autour de moi. Je leur ai dit, écoutez, j'ai un projet. Vraiment, c'était vraiment là pour le coup, c'était vraiment le PPT. C'est vraiment, il y avait rien. D'ailleurs, il n'y avait même pas le nom Joli Moi. Il n'y avait pas de nom. En fait, on était en train de chercher un nom. J'ai mis 9 mois à trouver un nom. D'ailleurs, c'est pareil pour dernièrement, c'était l'horreur. En France, trouver un nom francophone avec le .com et tout, enfin, c'était compliqué. Bref, il n'y avait pas de nom. Et par contre, je me suis dit, bon, ok, je vais déjà tester le concept. C'est-à-dire, est-ce que moi, ce que j'ai dans ma tête, ça fait sens par rapport à un client final? Est-ce que le fait d'avoir du multimarque et de proposer un conseil multimarque, ça apporte un vrai plus par rapport à un modèle pure player avec une seule marque? Est-ce qu'on part sur une démarche du coup beaucoup plus servicielle, où on peut construire en termes d'expérience client quelque chose de beaucoup plus attractif, et du coup avec d'autres ressorts en termes de croissance et de développement? Et donc pour ce faire, en fait, j'ai pris des marques, je peux vous citer certaines d'entre elles. Il y avait Absolution, qui sont toujours chez moi, Nelmatic. Je leur dis, vous me donnez des produits, je vais aller faire des petites beauty parties, des petits c'est aussi physique, Joli Moi, alors beaucoup moins maintenant, et on va faire des rendez-vous en one-to-one ou à plusieurs, puis on va voir si finalement j'arrive à faire ce marketing de réseau, ce social selling finalement avec plein de marques. J'ai commencé comme ça, donc il n'y avait pas du tout de site, il n'y avait rien. Et c'était vraiment avec mes copines, quelques personnes comme ça qui avaient envie de se lancer dans l'aventure, des stagiaires. Et on a fait des tests grandeur nature, on avait des questionnaires. Et à la fin de chaque vente, on demandait qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et suite à ça, en fait, c'est là où j'ai réalisé que finalement, pour pouvoir proposer une expérience comme celle-ci et être crédible sur le conseil, parce qu'en fait, la promesse, c'est quand même de dire, je vais te conseiller à toi, de manière hyper personnalisée, la meilleure routine beauté, en soins, en maquillage, etc. En fait, c'était impossible de le faire sans technologie. Parce que même moi, qui connaissais quand même bien la formulation, les ingrédients et autres, dès lors que tu dépassais un certain nombre de produits et de marques, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'est une évidence, ouais. C'est une évidence, mais c'est bien de le faire en live. Okay. Et du coup, c'est comme ça qu'on a développé notamment la première brique techno, qui était d'abord le côté client, qui était le chatbot que tu connais là, qui était un outil de recommandation beauté pour pouvoir capter les besoins clients et proposer un match pour aider. Et en fait, la logique, c'était aussi bien pour aider le client que pour aider le vendeur, en fait, à filtrer et à déjà cibler sur un certain nombre de marques et de produits pour s'y retrouver. J'ai plus le chiffre en tête, mais le chatbot pour la découverte et l'embasement, en tout cas, et l'onboarding client a des taux de transfo qui sont hallucinants par rapport à une simple recherche dans un e-shop. Donc là, ça m'a pris quoi, 2 minutes, même pas 1 minute, je pense. C'est pas mal fait. Pour avoir une liste de recos, je crois que j'ai une dizaine de produits. Vous avez combien de références en tout? On a plus de 400 références. Voilà, une dizaine ou une quinzaine de produits sur 400, c'est pas mal. Donc tu dis la première brique que vous avez développée à l'époque, c'est ce moteur de découverte. Absolument. Ok. Et donc après, si tu veux, donc après, une fois qu'on a validé qu'il y avait de l'intérêt, on a lancé un site donc, qui s'appelait toujours pas Joli Moi à l'époque, avec du coup quelque chose, un premier chatbot. Je rigole en fait parce que quand je sais aujourd'hui la façon, ça avait été codé vraiment un peu, voilà, c'était un vrai poke. Je rigole parce que quand Mathilde, notre CTO, nous a rejoint, elle a passé pas mal de temps à tout refaire, mais ça c'est normal. Et après on a lancé, et donc on a commencé à vraiment aller chercher des marques. Il fallait construire l'offre pour avoir quelque chose d'intéressant pour le client. Pour que le formulaire on voit des résultats. Voilà, exactement, pour avoir des résultats. Je t'attends une seconde, on a dit POC plusieurs fois, ça paraît évident, mais en fait c'est un proof of concept, donc c'est la V1 là, ou la V0 d'un produit qui permet de proof of concept, de prouver qu'il y a que le concept a une raison d'être, et trouver un product market fit, qui est le moment où le produit répond à un réel besoin du marché. Pardon. Voilà, et après au départ les outils, si tu veux, qu'on a déployés pour animer, on avait encore une fois très peu de moyens, parce que là je te parle de ça, on était toujours sur les fonds d'une première micro levée de fonds qui était de 100 000 euros, donc tu vois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Facebook, qui était quand même aussi une des plateformes sur lesquelles on interagit avec nos clients beaucoup. Enfin, nos ambassadeurs, nos stylistes beauté interagissent beaucoup sur Facebook. Et du coup, on a créé un groupe privé. Et au départ, très sincèrement, et pour être très franche avec toi, l'essentiel des outils, à part l'algorithme
Et le match beauté, ce qu'on poussait à c'était surtout ce groupe-là qu'on animait avec de la formation, avec des infos. Enfin voilà, c'était très. Mais c'est top. Faut utiliser les outils à disposition. Ça sert à rien de réinventer la poudre quand tu. Dès qu'on peut utiliser de l'open source, on le fait. Ouais. Dès qu'on peut utiliser des outils gratuits, on le fait. Ok. Donc, 7v1, c'est vous qui faites les ambassadrices pour commencer. Il y a ce formulaire de découverte. D'ailleurs, petite anecdote, il faut quand même que je le précise, c'est que ma maman était quand même assez désespérée parce que en fait c'est vrai que c'était très terrain et que beaucoup ces rendez-vous physiques se font beaucoup en soirée, le week-end, à des horaires évidemment où le client est disponible, et c'est aussi tout l'intérêt de notre modèle, c'est que on est capable d'aller toucher un client sur une tranche horaire où le retail par exemple n'est pas disponible, et puis surtout dans l'intimité aussi du domicile. Moi j'adore, je trouve ça absolument génial, mais ça nécessite forcément d'être de passer du temps, et je crois quand même qu'au bout de 6 ou 7 ans, parce qu'il y avait déjà d'errance en historique, ma maman désespérait un peu en me disant mais ma chérie, quand même tu passes beaucoup de temps à faire des ventes à domicile, et je crois que ça l'a désespéré un petit peu. J'ai dit t'inquiète pas, il y a un projet derrière, ne t'inquiète pas, je ne vais pas passer ma vie à ne faire que ça. Je te jure que le coup d'HEC un jour... Non, mais en même temps, en fait, moi, j'adore. Et je pense qu'il faut toujours rester très proche. Et je continue d'en faire avec mes copines. Je suis moi-même styliste beauté. D'ailleurs, mes enfants pensent que je suis styliste beauté pour Jolie Moi. Donc, c'est important de rester sur le terrain. Mais effectivement, on a commencé vraiment très terrain. Et tous les associés, Mathilde, Jennifer, Aurélia, ont fait évidemment beaucoup de beauty party elles-mêmes. Et puis derrière, on en fait encore. Alors aujourd'hui, ça a été très digitalisé avec le contexte, mais on continue de conseiller et de vendre en ligne auprès de nos communautés en fait. Et c'est là qu'il y a un réel effet de levier. Tu as des influenceurs en Chine qui ont des dizaines de millions, centaines de millions de followers, qui sont payés des millions par des marques de luxe en France pour les vendre justement. Et ces dizaines de millions, ils les auraient pas dans des beauty parties comme tu dis. Je fais une autre parenthèse. J'ai enregistré récemment avec Nathalie Mallet, la fondatrice de Lily & Co, qui fait des bracelets inspirés du soleil et du voyage, et qui a commencé de la même manière sur des apéros bijoux, comme absolument. Le disait. C'est une très bonne. Enfin, aujourd'hui, c'est un moyen qui est quand même très intéressant pour en tout cas pour vraiment aller au contact de son client, tester son produit, avoir de l'insight. C'est peu coûteux finalement, ça coûte du temps, mais c'est faisable, c'est facile à faire. Donc, et je pense que tu t'achètes en plus une base de followers de ta marque, parce que tu transmets ta passion, tu transmets ta vision, et puis tu as un rapport humain en direct. Et puis c'est comme ça, dans notre cas, c'est aussi comme ça qu'on recrute nos premiers ambassadeurs, nos premières stylistes beauté. C'est aussi parmi des clientes qui, tiens, j'adore le concept et tout, tu sais que tu peux le faire aussi, toi aussi tu peux nous rejoindre, on peut te former, puis tu peux en plus gagner ta vie en faisant ça. Donc c'est aussi un moyen pour nous de faire de l'acquisition de notre indépendant. Il faut constituer l'offre. On constitue l'offre. Et là, j'ai quelques anecdotes assez drôles. Alors, ça a marché beaucoup par réseau. Donc, j'ai eu la chance d'avoir aussi des entremetteurs qui m'ont ensuite présenté, tu vois, quand tu as une marque vraiment canon qui ensuite appelle ses 3-4 copains et qui dit, tiens, ça c'est un super... Parce que quand même, il faut se remettre à l'époque, parce que là, on parle de ça comme si c'était simple. Si je reviens en arrière, j'étais en train de proposer à des marques qui sont donc en sélectif. Et là, on pense quand même aux contrats de distribution sélective, qui sont chez Sephora, qui sont au printemps, qui sont aux États-Unis sur des sites comme Violet Grey, tu vois, des trucs assez statutaires. Je leur propose et je leur vends l'idée que, en fait, demain, l'avenir du conseil et de la distribution autour de leur marque et de leurs produits, c'est le peer-to-peer, c'est s'appuyer sur des micro-communautés, parce que tu parlais tout à l'heure des modèles avec des méga-influenceurs. Là, on parle bien chez nous de nano- et micro-influence, donc des communautés d'intérêt, et de s'appuyer sur ces communautés avec derrière la formation qu'on apporte et ainsi de suite pour proposer leurs produits en conseil et en vente. Donc, il y a quand même un gros gap. Et donc, c'est quand même aussi grâce à ces mises en relation que j'ai pu accéder, tu vois, à des marques comme Léonore Grell, qui sont quand même des super jolies marques. C'est une très belle marque pour le cheveu. Et en fait, d'avoir quelques marques, si tu veux, images très fortes, très respectées, en fait, dans le domaine, ça a réconforté et rassuré ensuite d'autres marques. Donc, l'enjeu pour moi au début de cette première sélection, c'était à la fois d'avoir quelque chose de cohérent. Donc moi, j'ai démarré par le soin visage parce que c'est là d'où je venais, c'est l'univers que je connaissais le mieux. Donc j'étais plus à même de juger aussi la qualité des produits.
Et puis derrière, on a élargi sur toute la sélection beauté. Et d'avoir quelques marques comme ça, un petit peu référentes et sérieuses dans mon catalogue, ça m'a permis ensuite, quand j'allais voir d'autres marques, de les convaincre. Mais pour convaincre ces premières marques, c'était pas si simple que ça. Et je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir des entrepreneurs en face de moi, des créateurs, qui ont vraiment... Il y a toujours de l'entraide entre nous. Ouais, et qui ont vu la vision, en fait. Et la petite anecdote que je veux raconter, c'est cette rencontre avec Isabelle Masson-Mondonneau, qui est la fondatrice de Sabé Masson, qui est une marque de soft perfume, parfums solides. C'est quoi C'est des parfums solides, sans alcool. Donc, c'est des sticks de parfums. Enfin, c'est absolument génial. Et c'est accessoirement... Mais avec la même, intensité qu'un parfum normal. Ouais. Et c'est un stick, donc je me le frotte comme un labello. En fait, c'est un petit stick que tu peux te mettre où tu veux, et qui reste sur toi, qui est en plus très léger, que tu peux porter partout avec toi, qui est absolument génial. Et aujourd'hui, elle a développé des parfums liquides sans alcool avec une technologie très spécifique. Et il faudra que tu regardes, c'est vraiment génial comme produit. Mais accessoirement, cette Isabelle, cette fondatrice, à qui j'ai pitché ma boîte sur un PPT, à qui j'ai pitché Joli Moi, qui ne s'appelait pas Joli Moi à l'époque, c'est accessoirement l'une des... Elle a fondé en fait Sephora, si tu veux, avant que ce soit racheté par LVMH. Donc c'est elle qui avait lancé le nouveau modèle de distribution Sephora. Et donc et après, moi, elle a vendu Sephora avec son ex-mari et elle a créé sa marque. Et quand t'as cette personne-là, dont tu sais qu'elle est à l'origine de Sephora, qui te dit c'est génial, bien sûr, je vois tout à fait là où vous voulez y aller, et bien sûr c'est ça qu'il faut faire, et bien sûr l'intime du domicile, la relation, la proximité, etc. Et qu'elle dit ok, je pars avec vous. Là, tu repars avec... moi, j'étais ravie, quoi. Je sautais. Et d'ailleurs, ça a été un des arguments auprès de mes investisseurs. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai quand même l'ex-fondatrice de Sephora qui m'a dit qu'il fallait que j'y aille. Donc, j'y vais. C'est cool. L'insight que je pense est intéressant ici, c'est vraiment de se dire que si on fait du multi-marque, si on a une offre relativement large, c'est important de soigner, comme tu soignerais en fait des ambassadeurs qui deviennent des influenceurs, tu soignes tes marques parce qu'elles-mêmes... sont visibles, et j'imagine qu'une petite marque qui se dit tiens, Sabé Masson, c'est ça, oui. est distribué par Joli Moi, c'est que ça doit être intéressant, je vais être à côté. Bien sûr. De la même manière qu'on pourrait cibler, si je faisais de la distribution physique, quelques magasins phares, je sais pas, Merci ou Fleux, ou le Bon Marché. Absolument. Ok, donc toi l'insight, c'est de soigner les premières marques, ou en tout cas certaines marques que tu vas... On les soigne toujours beaucoup. Tu les soignes toutes, j'imagine, bien sûr, mais un vrai rôle une belle marque, on attire d'autres. Absolument. Il faut vraiment... En fait, c'est marrant parce qu'au même titre que, à l'inverse, si tu fais le miroir avec les marques, moi, j'ai beaucoup entendu les marques qui réfléchissaient beaucoup à, comme tu le disais, où est-ce que je vais aller, c'est quoi ma stratégie sur le marché en termes de retail et autres. T'as le miroir côté distribution, et pour moi, en tout cas dans notre concept, avoir ces quelques marques emblématiques, je dirais, ça a aidé à constituer mon réseau et à rassurer. Et ça avant d'avoir le moindre euro de chiffre d'affaires, en fait. Ça fait aussi venir des clients, j'imagine. Des marques qui sont un peu connues. Absolument. Donc, tu constitues ton offre. Oui. Et à côté de ça, il faut continuer à faire croître ton réseau d'ambassadeurs, ambassadrices. Comment est-ce que tu t'y prends ? Alors, c'est là, en fait, franchement, le social selling, ça repose sur être capable de créer sa communauté. La spécificité, c'est que là, on parle pas juste d'une communauté de followers, de gens qui engagent avec ta marque ou, on va dire, ta mission sur le marché. On parle de personnes qui ont qui rejoignent ta marque pour, bien aussi gagner un complément de revenu ou plus même en vivre. Et donc, c'est un peu particulier puisque là, tu recrutes une communauté de conseillers et de vendeurs. Ce qu'il faut quand même, je pense, différencier de ton client qui est juste client, entre guillemets, parce que tu vas pas tout à fait les aborder de la même façon. Notamment... Et du coup, les frictions, c'est quoi que tu vas rencontrer ? Ou plutôt, alors, la carotte plutôt que la friction ? Oui, alors... En fait, ce qu'il faut comprendre de notre modèle à date, c'est que les modèles, donc on appelle ça du social selling ou du marketing de réseau. En fait, c'est un modèle B2B2C. Donc nous, on met à disposition, donc on recrute des ambassadeurs à qui on va donner accès à des formations, à un catalogue produit, si je rends le concept très, très basique. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a des outils techno qui sont uniques sur le marché, mais à l'époque, il n'y avait pas ces outils-là. Et ce que je leur dis, c'est regardez mon concept, c'est génial, je vais vous former, je vais vous accompagner, et vous allez pouvoir proposer ces catalogues de produits, ce conseil auprès de votre réseau et de vos communautés sur les réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui font l'acquisition du client final, puisque c'est eux qui vont communiquer en physique ou en digital auprès de leur réseau, en fait, tout simplement.
Et donc ça, la friction, c'est déjà le fait, nous, qu'on était quand même unique sur le marché, c'était quand même, on est un peu un ovni et on reste un peu un ovni sur le marché quand même, puisqu'aujourd'hui, tous les concurrents, ce sont des pure players avec une marque, un réseau. Donc déjà, tu vois, le côté à la fois très attractif de dire, en fait, j'ai plein de marques, j'ai une dynamique au niveau de l'offre, j'ai un aspect beaucoup plus serviciel, ça c'est un peu la carotte, c'est de dire, en fait, vous le faites, faites-le avec plein de marques et soyez libre en plus de le faire avec des marques qui vous plaisent. Ce qui est un peu une évolution de l'affiliation. Tu peux déjà avoir des... Non, ouais, contredis-moi si c'est pas juste, mais... Si. En fait, c'est marrant parce que on a beaucoup observé ce modèle de l'affiliation. C'est vrai, à la différence près, peut-être que dans, je pense, les populations qu'on recrute, la façon dont on les accompagne, on les professionnalise, il y a un vrai accompagnement, une vraie formation. J'ai le sentiment que dans l'affiliation, t'es vraiment un peu tout seul pour lancer ton truc et tu peux créer des partenariats. Il y a des plateformes d'affil où je vais choisir mes liens, je fais mon blog. Tu vas chercher tes liens sur ta plateforme, tu fais ton blog, mais... on va dire alors que c'est une affiliation nouvelle génération, si tu préfères. Vraiment beaucoup plus professionnalisée, avec des outils. Mais on est assez proche, effectivement, de ce modèle-là. Si ce n'est qu'après, il y a des dynamiques qui sont, une fois que tu es indépendant chez Joli Moi, tu vas pouvoir ensuite être formé, avoir ces outils... aussi recruter ton équipe et ainsi de suite. Donc, tu as aussi une vraie progression. Tu vois, tu peux devenir... tu as des statuts, tu peux grandir dans ton modèle. Et nous, on les accompagne vraiment au quotidien. On n'est pas juste... Enfin, côté ambassadeur, en l'occurrence, il y a un vrai accompagnement de la formation au quotidien. Donc, pour revenir à la question qui est comment est-ce que tu les recrutes et quelles sont les carottes que tu leur donnes ou leur montres? Alors, pour les recruter, on a... En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que sur la constitution d'une telle communauté, il faut raisonner en termes de cohorte. Donc, il faut se dire... Aurélia serait bien meilleure encore que moi pour parler de ça, mais c'est vraiment notre vision. Aurélia, c'est une de mes associées qui, elle, anime aujourd'hui la communauté de nos cis de beauté. Et en fait, si tu veux... D'abord, nous, on co-crée, on grandit beaucoup avec cette communauté parce qu'on est très à l'écoute et le produit, il évolue, l'offre, elle évolue. Mais au-delà de ça, quand tu recrutes ta première cohorte, c'est des indépendants. Donc, il faut savoir que tes indépendants, s'ils gagnent pas suffisamment d'argent, si c'est pas si attractif, si ils sont pas contents parce que les colis sont livrés trop tard, enfin, je te dis n'importe quoi, c'est des modèles très exigeants parce qu'il faut vraiment que, comme eux, finalement, sont prescripteurs et s'engagent pour le compte de Joli Moi auprès de leur réseau et de leur clientèle, il est indispensable de notre côté d'être irréprochable sur la qualité des produits, sur la qualité de la livraison, sur la qualité du service client. Donc, les frictions, et qu'est-ce qui fait que tes ambassadeurs peuvent partir, c'est plein de choses. Ça fonctionne pas suffisamment vite, ils gagnent pas suffisamment assez d'argent, ils estiment qu'ils investissent trop de temps par rapport aux revenus qu'ils vont générer, ou il y a d'autres problèmes d'ordre plus opérationnel. Pour les recruter, on a fait des stratégies diverses. On a fait des stratégies classiques d'acquisition sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même là où nous, on opère. Hein. Donc, c'était assez logique pour nous de faire de la pub sur Instagram et Facebook. Pour recruter des ambassadeurs. Pour recruter des ambassadeurs. Le message, c'est quoi ? Le message, c'est tu es passionné de beauté, tu as envie d'en vivre, ou voilà, c'est ce type de message. Après, évidemment, on teste plein de messages, plein de visuels pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ça peut être sur du complément de revenus, ça peut être sur soit indépendant, soit autonome. Enfin voilà, c'est vraiment sur les leviers, mais c'est beaucoup une communauté de passionnés avec lesquels on travaille. Donc, on était quand même plutôt sur un discours t'es passionné de beauté, tu conseilles naturellement. T'es un peu la référente auprès de tes proches, fais-le, mais en gagnant de l'argent. Enfin, voilà, c'est un peu... Tu mets ta marque en avant sur ce genre de campagne ? Oui, c'est vraiment rejoint Joli Moi. Tu veux dire la marque Joli Moi ? Oui. Ouais. Oui. Ok. C'est en fait, tu rejoins un concept qui est Joli Moi. Je suis en train de réfléchir à l'image de ceux qui veulent pas rejoindre le concept. Tu rejoins une nouvelle façon. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que souvent, et ce qui est difficile dans notre acquisition, c'est qu'en fait, là, on est en train de créer un peu un nouveau métier, finalement. Tu vois, ça existe, l'affiliation, ça existe, la vente directe. Ça reste encore, je pense qu'il y a encore un énorme potentiel. On a estimé à plus d'1 million les personnes, et ça, c'était avant que ça se digitalise autant, le nombre de personnes qui pouvaient rejoindre ces communautés de conseillers et de vendeurs. Aujourd'hui, il y a peut-être 200, 300 000 vendeurs max sur la beauté. Et moi, je pense que ce chiffre, il est sous-estimé parce qu'avec toute la digitalisation, maintenant, on est capable d'attirer typiquement des gens qui veulent faire de l'influence, en fait. Il y avait ceux qui voulaient faire la vente directe à domicile. Puis maintenant, tu rajoutes à cette population tous ceux qui veulent faire de l'influence et de l'affiliation. Et donc, il y a un très, très gros potentiel. Malgré tout, c'est des métiers qui sont méconnus. Tel qu'on le fait, qui n'existe pas, en fait, puisque souvent, en fait, tu vas attirer les gens par le produit
et ta marque, tu vois. Donc là, c'est des stratégies assez classiques. Tu aimes le produit, deviens ambassadeur de ce produit. Très classique sur l'affiliation. Là, nous, on te propose vraiment de développer une activité, de te former et d'en faire un complément de revenu très significatif, voire un job full-time. On peut en vivre ? On peut en vivre. Ouais, nous, on a des gens aujourd'hui qui gagnent 4 000 € par mois grâce à nous. Et notre fierté, en fait, c'est de voir, si tu veux, chaque mois, les commissions qu'on reverse à nos indépendants augmenter. Okay. Qui dépassent aujourd'hui nos salariés quand même. Donc, tant mieux pour eux. Sur la partie techno, tu dis que vous avez développé une plateforme en propre, sur mesure. Voilà, il n'y a rien qui existait ? Alors, pardon, pour donner un peu de contexte à vous, chers auditeurs, je peux acheter les produits sur l'e-shop de Joli Moi quand je vais sur le site, mais en fait, le principe, c'est qu'un styliste avec qui je vais être en contact, via un réseau social, Instagram en grande majorité, va me faire des recommandations, éventuellement une liste de produits, on va échanger, puis il va sur la plateforme Joli Moi des ambassadeurs, des stylistes, créer un panier, m'envoyer un lien, je paye et je mets d'ailleurs mon adresse de livraison, facturation, et puis je reçois les produits. Ouais. Donc il y a bien une partie réservée, une partie du site réservée aux ambassadeurs sur laquelle ils peuvent aller piocher dans le catalogue. J'imagine qu'ils ont un suivi de leurs commandes, de leurs clients. Absolument. Il y a un peu de CRM, c'est ça ? Absolument. Alors tu peux en tant que client, soit toi tu décides une fois que tu as ta reco d'y aller tout seul et te faire ta commande avec un parcours e-commerce classique, soit effectivement tu peux t'appuyer et aller encore plus loin dans le service en demandant à ta styliste beauté ou ton styliste beauté de tout faire pour toi, parce que voilà. Et d'ailleurs on constate qu'en fait il y a vraiment cette part, j'imaginais pas, en fait nous on a toujours travaillé sur l'autonomie, la liberté du client, et en fait on s'aperçoit que de plus en plus le client, ce dont il a envie, c'est qu'on fasse tout pour lui. Rien foutre. Non mais vraiment, enfin tu peux le dire, parce que et donc mais ça amène quand même à certaines évolutions au niveau du produit, puis il y a quand même il faut faire attention pour des raisons de RGPD, et puis il faut que ce soit bien encadré tout ça, parce que c'est important pour le client. Il faut sécuriser quand même l'acte d'achat. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, ton styliste beauté peut aussi tout faire pour toi. T'as déjà créé ton compte, et donc elle va te faire livrer où tu veux ton panier. Mais elle t'envoie le lien de paiement. Et du coup, cette plateforme, vous l'avez développée en propre. Il n'y en avait pas qui existait ? Pardon, j'ai parlé très vite. Cette plateforme, vous l'avez développée sur mesure pour vous. Oui. Il n'y avait rien sur le marché qui existait ? Alors, il y a des éditeurs développeurs qui proposent certaines solutions pour évidemment faire une brique e-com. Nous, il faut savoir qu'au départ, on s'est appuyé sur une solution PrestaShop. En fait, ce qu'on a fait dans un premier temps, avant de tout développer nous-mêmes, pour encore une fois, tu vois, avant d'investir, je sais pas combien d'argent dans la tech, t'as quand même envie d'avancer un peu plus sur ton revenu. Et du coup, nous, on a utilisé PrestaShop pour la brique e-com, et on a craqué. Enfin, on a un peu ce que font, je pense, beaucoup de gens. On a commencé à construire sur plein de petites briques un peu custom. Ça, donc tout ce qu'on pouvait utiliser qui était transactionnel, natif, il y a plein de trucs qui existent sur toute la brique e-com, on l'a utilisé. Mais après, on a quand même plein de sujets de par notre fonctionnement, enfin, qui sont quand même très spécifiques. Et ça, on les a un peu développés nous-mêmes. Et assez vite, après, on est sorti de ça parce que ça pose d'autres problématiques. Mais... Sorti de ça, c'est-à-dire ? Après, très vite, on a créé notre propre plateforme avec sous forme de microservices qui sont complètement détachés de la solution open source PrestaShop, et qui nous permettent de changer de solution e-com quand on veut, si on a besoin, et surtout quand tu fais des mises à jour, et on en a eu quelques-unes en chaîne si tu as tout développé un peu, voilà, enfin faut bien faire attention à comment tu développes par-dessus une solution open source, parce qu'après les mises à jour, ça peut être assez dramatique. Ce qui est un cas qu'on rencontre assez souvent, et en plus on empile des patchs pendant des années, 3, 4, 5 ans, puis un jour on dit ça marche plus très bien, ou alors le coût de maintien, le coût de trop cher, c'est un sujet technique connu, la dette techno. Cette plateforme, on peut pas la marque blancher, je sais pas comment on dit, pour d'autres. Alors ce qui est vrai, c'est que pour répondre à ta question, il existait des logiciels sur le marché, mais en fait, aucun qui propose ce que nous on voulait faire, parce que nous on va très très loin dans cet outil. On a une vraie vision en fait sur comment on va accompagner et professionnaliser nos ambassadeurs, nos stylistes beauté. Et donc on a développé une app qui va permettre, comme tu le dis, de faire du CRM, donc d'avoir déjà toute la partie, en fait le côté back office si tu préfères, ou le côté pro du Beauty Affinity. Donc ton outil de recommandation beauté, les profils beauté de tes clients, ce qui pourrait leur convenir ou autre, ça on l'a développé en propre, et c'est dans ton application vendeur, si je puis dire. Mais tu vas aussi avoir, et tu vas
vas retrouver dans ton application tout un ensemble d'outils qui vont te permettre de te former. Donc, on a développé toute une brique e-learning avec un parcours personnalisé en fonction de ta perf, en fonction de si tu as déjà fait du social selling ou pas, si tu es déjà diplômé dans la beauté ou pas. Voilà, donc il y a plein de caractéristiques et tu vois, on parle beaucoup de la donnée client, mais nous, on étudie beaucoup aussi les profils de nos ambassadeurs, parce qu'en vrai, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est de comprendre les ressorts qui font que tes micro-communautés, tes ambassadeurs, ils vont réussir à convaincre, conseiller et vendre un produit aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, pour nous, c'est important de les accompagner de manière hyper personnalisée. Et d'ailleurs, on a une brique e-learning. On va avoir une brique aussi social media avec un outil qui va permettre à nos ambassadeurs d'optimiser leurs posts, leur contenu sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Et ça, c'est unique, effectivement, et tu as raison. C'est quelque chose qu'on pourrait complètement inventer en marque blanche pour tous ceux qui ont envie de se lancer sur le social selling. C'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. C'est pas notre, pour l'instant, c'est pas du tout notre stratégie. Ok. À bon entendeur, hein, s'il y a des entrepreneurs qui veulent proposer cela à Isabelle. Et tu leur donnes les outils, donc c'est ce que tu dis, hein, du e-learning et les outils pour vendre mieux. J'imagine qu'il y a une base d'assets utilisables. Okay. Mais en fait, toute la connaissance, comme on est en train de développer ce métier, un peu de créer ce métier finalement en marchant et avec notre communauté, toute l'intelligence qu'on capte, toutes les données, tout ce qu'on comprend en fait de ces mécanismes, les best practices et tout ça, on les agrège, on en fait des formations, on les intègre et derrière on les repousse évidemment. Enfin, donc d'où cette logique de cohorte aussi. Les stylistes beauté qui ont vécu l'expérience et les stylistes beauté. Les stylistes beauté qui ont démarré il y a 3 ans avec Joli Moi, bon, qui avaient ni cette plateforme et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir aujourd'hui avec tout ce qu'on est capable de leur apporter d'accompagnement aujourd'hui. Et vraiment notre vision, c'est d'être capable demain d'aller encore plus loin et de vraiment professionnaliser et de craquer ce modèle de social selling en multimarque. Vous avez entendu, chers auditeurs, la semaine dernière, normalement, si mon planning éditorial est bon, mais la semaine dernière, Guillaume Caravog de Facebook qui parlait justement de Facebook Shops, de Instagram Checkout et Instagram Shopping, ce qui est hyper intéressant parce que tous ces enjeux se rejoignent sur le fait qu'aujourd'hui, sur les réseaux, je peux avoir une base de produits, un catalogue produit qui est soit mon propre catalogue si je suis e-commerçant, soit éventuellement le catalogue de quelqu'un d'autre. Et ça pourrait être le cas pour vous, par exemple. Oui, alors c'est vrai que c'est des sujets évidemment qu'on regarde beaucoup. Notre conviction, c'est en fait, je pense qu'il y a une vraie différence quand tu es une marque ou quand tu es une plateforme, parce qu'en l'occurrence, il y a aussi quand même la spécificité de Joli Moi, c'est l'agrégation et c'est la sélection des marques qui va proposer. Et quelque part, le panier du client, enfin ce panier multimarque et cette reco et tout ce que le client va pouvoir trouver chez nous, c'est assez unique. Mais en même temps, on a aussi envie de se dire que de par ce qu'on va communiquer, conseiller, c'est ce qu'on fait déjà beaucoup via les plateformes et les messageries, on a évidemment envie de regarder ce qu'on est capable de faire via nos communautés d'ambassadeurs sur ces outils-là. Il y a quelques sujets, en fait, aussi je pense, il faut faire attention, il faut être responsable, parce que tu n'as pas envie non plus que... on fasse tout et n'importe quoi avec ton catalogue produit ou avec tes marques. Et techniquement, aujourd'hui, c'est vrai que n'importe qui a un CSV ou un catalogue produit pourrait en fait vendre, mais quelque part même détourner potentiellement, tu vois, des ventes et faire un petit peu sa sauce de son côté. Et ça, faut faire attention à la sécurité et la sécurisation en fait de ces achats-là sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un sujet qu'on regarde beaucoup. Tu protèges ta marque et tu protèges ton image. Il faut protéger ta marque et ton image. Et c'est vrai que nous, on a envie évidemment de proposer ce type de solution, mais il y a quelques freins aujourd'hui qui sont plutôt de notre côté, voilà, bien vérifiés au niveau de la sécurité, notamment au niveau du paiement. Nous, on a toujours un engagement vis-à-vis de notre client final. On veut s'assurer qu'il soit bien livré. Et en fait, on ne veut pas que des personnes puissent aussi détourner notre catalogue, vendre un produit qui finalement n'arrive jamais au client et l'argent il a disparu dans la nature, pour être très concret. Donc voilà, donc il y a 2-3 choses techniques à bien encadrer, mais évidemment pour nous ça fait partie des outils qu'on a envie de pouvoir déployer, mais toujours en sécurisant l'expérience et aussi pour le client final, parce qu'à un moment en tant que client tu as quand même une réassurance très forte, par exemple à commander chez Joli Moi. Quand tu commandes auprès de Nathalie qui t'a conseillé, qui t'a fait, mais tu achètes, enfin ta transaction, tu ne donnes pas de l'argent aujourd'hui à Nathalie. L'argent, tu payes sur une plateforme sécurisée Joli Moi, et derrière,
tout le service, la logistique, la réception et le SAV, tu as un contact qui est Joli Moi et tu sais que c'est sécurisé, c'est encadré, tu as un certain nombre de garanties que t'apporte la plateforme et nous, on s'attelle vraiment à apporter de la transparence au niveau des formules, à travailler vraiment au niveau de la livraison pour avoir une expérience qui est absolument incroyable. On n'a pas non plus envie demain que le client achète auprès de n'importe qui et n'ait pas cette expérience-là. Donc, je pense que la sécurisation pour le client en passant par une plateforme, c'est celle-ci. C'est de s'assurer qu'en fait, le produit arrive bien et dans les meilleures conditions possibles. Je pense que l'insight hyper intéressant là, c'est de savoir où tu places le curseur dans la maîtrise de la vente et de l'expérience client. Du coup, ça m'amène à une question, mais le SAV, il se fait chez vous ou chez Nathalie, dans ton exemple? Alors, nous, on va toujours privilégier en fait la relation du client avec sa styliste beauté, parce que justement, si tu veux, le grand challenge aujourd'hui, c'est d'être capable de proposer une expérience hyper personnalisée at scale, donc pour des centaines de milliers de clients. Et notre travail, il va toujours être d'outiller, toujours. Donc en fait, tout ce que tu pourrais avoir d'outils de SAV, tout ce qu'on peut pousser dans l'app et aider l'ambassadeur à faire, on va dire, allez, 80% du SAV, il va le faire. Et après, souvent, c'est l'ambassadeur qui nous contacte pour remonter certains problèmes de ses clients. Le client peut aussi aujourd'hui nous contacter en direct, mais on traite, si tu veux, en termes de ratio, on a peut-être aujourd'hui 80% des demandes qui vont être soit des demandes vraiment pro, donc sur l'app, les commissions et autres, très très pro, soit des demandes de pro pour leurs clients. Et peut-être 20% qui sont des clients en direct, c'est voire même un peu moins, je pense. Donc la stratégie, ça va plutôt être de déployer des outils et de la formation pour que toujours l'ambassadeur soit en capacité de toujours conseiller son client et de l'accompagner même jusque sur ces sujets-là. Maintenant, en bout de chaîne, s'il y a le moindre problème, c'est toujours nous qui reprenons la main sur le sujet. Et c'est nous qui sommes en relation avec la logistique. Donc, dans tous les cas, on a toujours le fin mot. Le client final paye sur Joli Moi, oui, avec le prix public Joli Moi. Le prix public, vente recommandée par les marques. Hein. Ok. Ouais. Du coup, c'est du cashback, de la commission, pardon, pour le social seller. Quels outils commerciaux tu lui donnes? Est-ce qu'il peut faire des remises? Est-ce qu'il peut faire des discounts? Est-ce qu'il peut offrir des produits? Qu'est-ce qu'il a comme levier? Ouais, en fait, c'est une très, très, très bonne question. C'est d'ailleurs une super bonne question parce que c'est un des sujets sur lesquels aujourd'hui on raisonne. Si tu veux, aujourd'hui, il y a un programme de fidélité qui s'appelle My Joli Moi. Donc, notre ambassadeur va pouvoir utiliser tout le produit et l'expérience Joli Moi. Donc, l'outil de recommandation beauté avec le chatbot, qui est un produit d'appel. On a un outil qui s'appelle une enveloppe beauté, qui est en fait du sampling on demand, où de manière hyper personnalisée, l'ambassadeur peut te constituer une petite enveloppe de 8 miniatures que tu reçois chez toi. Payante? Qui vaut 9,90 €, mais qui est remboursé ensuite quand tu achètes sur le site, sur ton premier achat. L'enveloppe est payante et le frais de port est payant? Non, il n'y a pas de frais de port. Donc, enveloppe payante, frais de port, 9,90 €, c'est tout compris. Et si j'achète, je peux tu les déduis de ta prochaine commande. Les 9 euros. 9,90 € avec un minimum d'achat de 25 €. Okay. Non, mais c'est un super produit d'appel. Ça, c'est un outil que, en fait, déjà à la base, que je trouve génial, en fait, parce que ça te permet, sur la base de ta recommandation beauté personnalisée, c'est exactement le même. C'est-à-dire que cette enveloppe beauté, ce sampling on demand, donc c'est un choix d'échantillonnage, il est basé sur ton profil beauté. Donc, on ne va pas te pousser tous les échantillons qu'on a en catalogue. On va vraiment te pousser, toi, ce qui correspondrait finalement à ta reco full size, tu vois. Mais là, tu es obligé, avec tes 50 marques que tu distribues, il faut qu'ils aient des samples. Exactement. Okay. C'est la seule limitation, effectivement. Okay. La façon dont nos ambassadeurs aujourd'hui contrecarrent cette limitation, c'est qu'effectivement, c'est dans le physique, c'est dans la rencontre, c'est dans je vais te faire tester un produit avec mon propre échantillonnage, si tu veux. Okay. Donc il y a ça. Et après, aujourd'hui, nos stylistes beauté ont plein d'avantages à être styliste beauté. Il y a leur rémunération. Il y a aussi, elles ont accès à des offres, elles ont accès à des outils. Et aujourd'hui, elles nous demandent pour elle-même, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une des demandes qui serait de dire moi je préfère avoir peut-être un peu moins d'avantages pour moi, mais j'aimerais bien que par exemple plutôt que de me donner, je te dis pas, tu vois, en incentive j'ai reçu un bon d'achat de 100 € parce que j'ai super bien performé ce mois-ci, et donc ça c'est 100 € que j'ai moi en tant que styliste beauté à dépenser sur ma boutique pro, je préférais finalement que tu me donnes peut-être moins, mais que tu me donnes la possibilité de redonner en fait une partie de cet incentive à mon client. Okay. Donc ça c'est pour répondre à ta question. Aujourd'hui, nous, on a un programme de fidélité qui rétribue 5%. En fait, on a un système de points où 5% de tes achats en tant que client sont crédités en points sur ton compte My Joli Moi. Et ça, la styliste beauté, elle a la vision là-dessus, elle a des alertes sur l'expiration de tes points. Donc, en plus, elle peut t'aider en tant que client et elle t'accompagne à optimiser tes points My Joli Moi. Elle a vraiment un CRM de... Ouais. OK. Ouais, voilà. Mais après, au-delà de ça, elle n'a pas encore
la main. Et ça, c'est une vraie question qu'on se pose. Justement, où est-ce que tu mets le curseur? C'est ce que tu disais tout à l'heure, en termes de marque versus la liberté que tu donnes à tes indépendants. Et on y réfléchit parce qu'on trouve que c'est pertinent, parce que finalement ça peut reproduire, mais il faut que ce soit encadré, donc dans un cadre, toujours tu as une liberté dans un certain cadre, je dirais. Ça pourrait reproduire vraiment ce que tu es capable de faire finalement quand tu es en boutique, où tu as un super client et tu vois, on a plus tellement ça, mais la fille hyper passionnée de beauté qui a sa propre boutique multimarque et qui va te donner un petit produit, un petit échantillon pour te fidéliser. Et ça, je trouve ça pertinent, parce que ça, elles seules peuvent le faire. On pourra jamais le faire nous à leur place. Encore quelques questions sur le social selling et ta relation avec les marques. Tu négocies un prix avec les marques? Tu es encore, alors c'est 10 000 commandes par mois, c'est formidable sur une cinquantaine de marques, mais par rapport à Sephora, ouais. Alors, par contre, en termes de volume, c'est sûr que pour l'instant, quoique sur certaines marques, tu sais, on n'est pas loin de Sephora, parce que Sephora, c'est quand même la long tail, hein, donc tu vois, c'est la loi Pareto. Il y a les marques qui captent beaucoup du trafic, et puis les plus petites marques, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, je suis fière de voir qu'on demande souvent à nos marques comment on se positionne par rapport à leurs distributeurs, et il y a pour certaines marques, on est vraiment pas loin de Sephora, donc c'est ma petite fierté. Super. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà du volume, ce qu'on va proposer à nos marques, c'est d'adresser leurs clients, leurs cibles. D'abord, d'adresser des cibles qui pourraient pas forcément toucher via une distribution traditionnelle, voire même un Sephora, parce que c'est des modèles qui n'attirent pas forcément certains clients. Comme on est aussi présent assez localement et ancré dans les territoires, mais aussi dans les communautés, vraiment on va toucher des personnes qui ne touchent pas. Et ensuite derrière, ce qu'on propose à nos marques, c'est du contenu, c'est-à-dire que tous nos stylistes beauté, ce sont des passionnés de beauté, comme je vous le disais, et ils passent leur temps, parce qu'ils adorent ça, et parce que ça fait partie de leur dynamique vis-à-vis de leurs clients finaux, et c'est génial pour la cliente finale, à conseiller, tester, faire des testimonials, faire des tutos, faire des lives sur des produits, sur des marques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on crée, c'est du contenu, nous on appelle ça du Stylist Generated Content versus le User Generated Content. C'est du Stylist Generated Content. Oui, en fait, c'est du pro, c'est du contenu qui est produit par des pros qui sont formés à la marque, au produit, et qui vont créer un contenu vraiment... Mais tu peux pas former un styliste à 50 marques. Ah je peux dire qu'on a, il y a des certifications, ils font pas tout d'un coup, mais il y en a qui ont leur certification sur 50 marques. Donc, au même titre qu'une marque, elle forme ses vendeurs, ses commerciaux. C'est un système de certification. J'ai un système de certification chez Joli Moi, qui est co-créé avec les marques, qui fait partie de la brique e-learning, où en fait, derrière, on leur remet des petits badges. Elles se forment, ils se forment, il faut que j'arrête de dire elles, ils se forment, ils obtiennent leur certification, et ensuite, derrière, ils ont un badge qu'ils peuvent ensuite revendiquer, publier sur leur propre mini-site, parce qu'ils ont leur propre mini-site, ou sur leurs réseaux sociaux. Ok. Autre question, alors ça c'est vraiment c'est une question plus avec ma casquette de quoi? Non mais j'espère que ça, voilà, que je réponds bien. Oui, tu réponds très bien, sinon on aurait arrêté l'enregistrement depuis longtemps. Non, je suis désolé, chers auditeurs, par politesse je suis obligé de finir. Je rigole. Une autre question qui moi me taraude, mais cette fois avec ma casquette d'agence, comment tu vends du parfum? Comment tu vends un parfum en ligne? Ouais. Ou à distance, quand tu fais pas de réunion physique. Quand je dis un parfum, c'est pas forcément un parfum à se mettre sur le corps, c'est le parfum d'un shampoing, le parfum d'une odeur. Comment est-ce que... Justement, alors là où c'est intéressant, c'est que c'est là où, pour l'instant, en fait, ça c'est une brique qui va venir, tu vas voir, dans le chatbot. C'est une brique qu'on n'a pas encore complètement développée, et c'est pour ça qu'on s'est pas spécialement développé non plus sur les fragrances, qui est aussi un axe sur lequel on pourrait vraiment accélérer, mais pour l'instant, on l'a pas fait, notamment parce qu'il nous manque encore un peu de data, mais il y a aujourd'hui des diagnostics olfactifs qui existent et qu'on pourrait faire. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'en fait, la fragrance d'un produit, ça, on peut, si tu veux, on peut la rentrer dans notre base de données. C'est-à-dire que déjà, en fonction de ce qu'elle contient, tu vois, il y a des produits qui sentent le magnolia. Le magnolia, c'est une odeur identifiable qui va plaire ou pas plaire, qui est plutôt été, solaire, sucré. Donc, tu peux quand même avoir les familles olfactives, tu peux les définir pour tes produits. Maintenant, la complexité aujourd'hui, c'est plutôt d'identifier l'envie ce que le client aime. Ça, Nocis Beauté, par exemple, je sais parce que ça existe, par exemple, sur des produits solaires, parce que c'est vrai que c'est des odeurs parfois fortes. Elles vont demander et ensuite elles vont tester le produit et elles vont pouvoir dire à leur cliente, si t'aimes, c'est hyper caricatural, mais tu préfères une odeur chocolat ou tu préfères une odeur noix de coco ou tu préfères une odeur en fait sans odeur, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'on peut orienter. Après, c'est jamais parfait. L'avantage qu'on a nous, c'est que c'était avant la crise de la Covid-19, mais on faisait beaucoup de physique aussi. Et il y a un moment où le physique peut tout à fait prendre le relais du digital. Et nous, on est dans un écosystème
physique et digital qui se répond bien et qui correspond bien. Il y a un moment, tu peux aussi faire ça ou envoyer un échantillon par la poste pour que le client teste le produit. Mais au-delà de l'échantillon, c'est vrai que nous, on est confrontés à cette question. C'est une question qui est difficile. Vendre une odeur en ligne. Vendre une odeur en ligne, en tant que tel, c'est impossible. On fait des parallèles, on fait faire plein de choses. Mais tu peux évoquer quelque chose, mais c'est difficile. Il faut tester. Nous, par exemple, sur les marques, on travaille avec la marque Berdou, que j'adore absolument, qui est une marque familiale, et on travaille beaucoup avec eux sur l'échantillonnage. Donc là, effectivement, c'est proposer toujours de faire un test olfactif avant d'acheter. Ok. Le temps file, c'est passionnant. Question habituelle. Il y a eu des plantades ces 3 premières années? Des erreurs? Écoute, il y a eu une plantade qui a bien failli nous coûter la vie. Écoute, je citerai personne. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une première levée de fonds. Avec les business angels de l'ancienne. Non, les nouveaux. On a fait un nouveau tour de table avec des business angels professionnels et des family office. Assez important, parce que c'est une levée de fonds de 750 000 €. Et on a décidé, on avait pour projet, et ce qui était un peu idiot, parce que ça sortait complètement de notre plan, de notre roadmap, de ce qu'on voulait faire. On a voulu, je pense, par impatience, aller vite, montrer des choses, mais du coup, on s'est défocus et on a fait des tests, en fait. On a essayé de lancer des concepts de pseudo-vente privée, mais en s'appuyant sur nos marques. Et là, bêtement, on s'est dit qu'on allait évidemment cartonner, hein, et puis on a commencé à stocker et à vendre en fait un concept à certaines de nos marques sur, je sais pas, des milliers de produits vendus sur des opérations en s'adossant à un partenaire qui était spécialisé dans la vente privée. Et l'idée, c'était de faire des vanity très quali avec des marques créateurs que ces plateformes-là n'avaient pas. C'est quoi faire un vanity? Faire un petit panier, une petite sélection. Ok, un vanity case. un vanity case, comme une trousse beauté, si tu veux. C'est vrai, pardon, je fais beaucoup d'anglicisme. On travaille en anglais chez Jolie Moi, du coup. Cette trousse beauté, l'idée, c'était de proposer, en fait, un package trousse beauté pour faire découvrir des marques créateurs, ce qui peut être intéressant, donc auprès de plateformes de déstockage, type beauté privée, showroom privé, etc. Et là, on s'est emballé et en fait, on a commencé à faire des lignes, en fait, verser de l'argent parce qu'il fallait que les marques ont produit pour nous, pour ces vanity. On est parti sur des milliers de quantités. Et donc, on a immobilisé énormément d'argent, on a surstocké. Et de stock, ouais. Et on a cramé quand même un montant, je peux le dire, 150 000 € sur cette opération. Sur ces 150 000 que vous avez fait hors des pays, j'imagine. Voilà. Bon, après, c'est du stock, ça se vend toujours. Donc, in fine, voilà, aujourd'hui, on a fini d'écouler tout ça. Qu'en plus, c'était quand même sur des produits qui n'étaient pas périssables. Mais malgré tout, c'est peut-être pas. C'est surtout qu'au-delà de l'argent, qui a été un problème, mais ce qui a été le plus grave, c'est pas tant cet argent, parce qu'en l'occurrence, là, on avait de l'argent et ça s'est bien passé. Ça aurait pu être vraiment plus grave. Et c'est vrai que rétrospectivement, le ratio, tu vois, de tester ce type de montant sur, en plus, quelque chose qui est hors business, c'était un peu fou. Je le referai plus jamais. Enfin, j'essaye toujours maintenant de me rationaliser par rapport à ça. C'est un bon enseignement, mais c'est surtout que ça a pourri. Mais franchement, avec certaines marques, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ça a été un tel fiasco, eh bien moi, à un moment, j'aurais dit, je suis désolée, mais en fait, on avait prévu 2 opérations. Quand la première, tu vois, a été un fiasco, je dis, je peux pas faire la deuxième, tu vois, je peux pas en plus remettre de l'argent sur la deuxième. Donc j'ai dû recontacter mes marques, alors qu'on était en plus en train de créer une relation de confiance sur le lancement de Jolie Moi, qui était un vrai projet, sur un truc qui était complètement, tu vois, hors business, que je leur ai proposé, auquel elles s'attendaient pas du tout. Et après, là, je suis en train de leur dire, enfin, les gars, je peux pas prendre tout votre stock, donc là, il va falloir qu'on fasse un share, où en gros, je prends la moitié des risques et vous aussi. Et du coup, t'as des marques qui, bon, pour certaines, c'était pas grave, mais il y en a une ou deux où quand même, elles se sont retrouvées aussi avec du stock qu'elles avaient pas forcément prévu. Et donc, tout ça a créé énormément de friction. Et c'était très désagréable. Et moi, j'ai perdu, je pense, 6 mois de mon temps entre, tu vois, préparer l'OP et puis après faire le SAV de cette opération. Enfin, je te passe les détails, catastrophiques. Enfin, et vraiment, ça nous a fait perdre un temps de taré sur le core business. Parce que là, je te dis ça, on était peut-être 4 dans la boîte, tu vois. Donc, quand t'as une personne qui est dédiée à ça pendant 6 mois, autant dire que c'est un gros manque à gagner. Ton apprentissage sous forme de conseil? Je pense qu'il faut vraiment, de manière générale, et peut-être ça c'est un des avantages, nous on est très dans le test and learn, mais le test peut-être le faire moins grand. Tu peux tester, mais tester petit. Et généralement c'est assez marrant parce que c'est des choses qu'on voit aussi même aujourd'hui. Tu vois, par exemple, quand on dit, avant de déployer ce truc sur, parfois on fait des modifications par exemple sur du scoring et tout, avant de faire ça,
fais-le sur un produit, vois si ça fonctionne, si ça améliore, puis après tu le fais sur 100 produits, plutôt que de te lancer à le faire sur 100 produits pour voir que ça fonctionne pas et du coup tu dois tout retaper. Donc mon conseil c'est test and learn, mais vraiment de tester à son échelle. Tester à son échelle et de paramétrer le test pour qu'il soit cohérent en fait par rapport à l'enjeu, par rapport à la taille critique, la taille de la boîte aussi, pardon, au moment T, à l'instant T. Et de l'autre côté de la table, est-ce qu'il y a eu un moment, une accélération forte du business et à quoi est-ce que tu peux l'attribuer? Oui, alors on a commencé à avoir une grosse accélération fin d'année dernière avec qui était liée notamment au fait que comme ça marchait bien, ça se développait bien, nos indépendants commençaient à bien gagner leur vie, à être très contents du retour sur investissement qu'ils avaient et d'avoir plein de retours positifs de leurs clients. Et ça, je l'identifie à plusieurs choses. D'abord, le lancement effectivement de cet outil B2B qui avait été lancé 1 an auparavant et qui a vraiment été un game, qui a changé la donne pour ces ambassadeurs parce que ça leur facilite leur boulot, mais 10 fois. Et donc, évidemment, ils passent moins de temps. Donc, quelque part, le retour sur investissement, il est démultiplié. Donc, ça, c'est quand même la première chose que j'identifie. La deuxième chose, c'était l'apprentissage. Et en fait, on arrivait à une deuxième, troisième génération de cohortes sur nos communautés où c'est des gens qui avaient appris, qui avaient progressé. Plein étaient partis entre-temps, mais les nouveaux, ils étaient beaucoup plus forts. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit vraiment, si tu veux, la progression assez dingue et de la performance en fait de notre communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu te lances chez Joli Moi en tant qu'ambassadeur et que tu fais du conseil et de la vente, tu vas vendre franchement 3 à 4 fois plus sur ton premier mois d'activité que un styliste beauté il y a 2 ans en fait. Donc grâce à l'apprentissage, l'intelligence, tout ce qu'on a mis en place. Donc ça, c'est le premier facteur qui, je pense, nous a permis d'accélérer. C'était vraiment construire ces outils, vraiment la techno. Et la techno co-construite avec les communautés, ça c'est hyper important parce que c'est pas la techno pour la techno, c'est vraiment construire le produit main dans la main avec les besoins, en l'occurrence, et de l'ambassadeur et du client. Et après, le dernier volet qui nous a permis d'accélérer, c'est là avec la crise actuelle. En fait, on a vu que les usages, de plus en plus de clients utilisaient le mobile, le digital et se connecter aux réseaux sociaux. Et comme c'est là où nos communautés sont, on a vu une vraie accélération côté client, donc plein de clients qui achètent et qui du coup sont fidélisés, mais aussi beaucoup de personnes qui ont pas eu de job ou qui étaient en chômage partiel ou qui n'avaient pas d'activité et qui se sont dit pourquoi pas, en fait je vais me lancer là-dedans, je le fais où je veux, quand je veux et c'est hyper digital et c'est super. Et donc on a eu un boom en fait d'indépendants qui ont voulu nous rejoindre et faire cette activité chez nous. Et c'est vrai que ça drive aussi beaucoup le chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui, si tu veux, on a fait x8 ou x9 pendant les mois de confinement de COVID, versus last year, tu vois. Donc c'est génial. Après, c'est génial, c'était intense, mais oui, il vaut mieux ça que l'inverse, évidemment. Mais... De toute façon, tout le secteur du digital s'est accéléré. Nous, on a fait. Absolument. On a encore fait presque 70% de croissance cette année, alors que on clôt en juin. Malheureusement, pour une triste raison, et on enregistre cet épisode, on est quoi, le mi-octobre, quelques heures avant les annonces de Macron, si vous écoutez cet épisode dans 6 mois ou 1 an. J'ai encore plein de questions, et puis je m'en fous, c'est mon podcast, j'y vais. T'as un enjeu qui est de faire croître ta communauté, parce que ta communauté de stylistes beauté sont tes ambassadeurs. Du coup, tu répartis ton risque ou ton effort marketing sur eux. Tu leur donnes les outils de parler de ta marque et des produits que tu distribues. J'imagine que tu communiques aussi sur ta marque, on en parlera dans une seconde, mais je me demandais si eux, ils ont un budget, si vous leur donnez un budget. Tu vois, si par exemple tu dois dépenser 100 000 balles par an en marketing pour faire connaître Joli Moi, si c'est dans ton budget, est-ce que ces 100 000 balles, tu les donnes, ça fait 1000 par ambassadeur, tu vois, il y en a... On calcule juste, je sais plus, t'en as mis le... 10, oui. Enfin, peu importe, 100 euros par ambassadeur, par exemple, pour lui dire, tiens, sponsorise tes posts. Voilà, comment est-ce que au-delà du e-learning, des assets, de tout ça, est-ce qu'ils ont une... Alors déjà, il y a un premier sujet qui est, effectivement, déjà, on veut que nos ambassadeurs, ça fait partie du deal et une de notre missions sur le marché, c'est vraiment de faire en sorte que notre plateforme, elle soit hyper équitable, si tu veux que les marques qui trouvent leur compte, qu'on propose une expérience absolument incroyable au client final et qu'en même temps, l'ambassadeur, lui, soit rétribué, tu vois, pour son savoir-faire et son implication. Donc, l'idée, c'est pas non plus de le faire investir parce qu'il y a des personnes... Son argent. Donc ça, c'est clair que non. Et nous, on va pas encourager ce type de démarche, sauf si on arrive à des niveaux, tu vois, où la personne, en fait, si la personne gagne 4 000, 5 000 euros par mois et qu'elle a envie, pour booster son activité, de commencer à investir. De mettre 500 balles de sponsor. Voilà, ça, franchement, oui. Mais après, de manière stratégique, nous, on va pas encourager tous nos ambassadeurs à dépenser de l'argent parce que le but, c'est qu'ils en gagnent. Maintenant, ce que tu poses comme question, en fait, je souris parce que c'est
encore une fois, une très bonne question et je vois que tu es quand même un peu intéressé au levier parce que c'est un peu la même question finalement, mais un peu différemment de qu'est-ce que tu leur donnes comme clé pour aller chercher leurs clients avec de la promo ou autre. Ce qui est sûr, c'est que en fait, aujourd'hui, nous, on incentive nos ambassadeurs quand ils performent en leur donnant notamment des bons d'achat, pas que ça, mais des cadeaux, etc. On a réfléchi et on se pose la question de savoir si effectivement ce serait pas pertinent à un moment que parmi ces incentives et ces récompenses, il y ait des budgets marketing. Et ça, c'est pour ça qu'il faut que je continue de discuter avec mes copains de Facebook. Mais après, pour faire ça, ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est de continuer à accélérer sur la partie, sur la brique social. Parce que pour nous, le seul intérêt de faire ça, c'est de s'assurer qu'on mesure bien l'efficacité de ça et qu'on leur donne les outils pour que ça ait du sens, en fait, et ça paye. Et donc, on a encore 2-3 trucs à fine-tuner si tu veux côté tech et produits parce que c'est pas évident, les API sont pas toujours très ouvertes comme tu le sais. Donc il faut qu'on arrive à capter cette donnée mais in-house pour ensuite pouvoir encore une fois apprendre, les équiper et qu'il y ait cette courbe d'apprentissage. Parce que dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, si derrière on n'a pas de ROI ou qu'on sait pas exactement qui, quand, comment, et surtout on les guide pas sur comment investir, nous on n'est pas aujourd'hui équipés pour, tu vois, avoir un conseiller derrière chaque indépendant pour lui dire quoi investir et quand. Donc ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit, mais on n'y est pas encore. Je trouve ça hyper intéressant et j'imagine que tu peux très facilement construire une usine à gaz. Mais si je suis un styliste beauté joli moi, ou en tout cas un revendeur social sur ta plateforme, sur la plateforme que tu aurais mis en marque blanche un jour, que j'arrive à faire un Facebook Connect, que tu vois mon nombre de followers, que tu vois combien j'ai de ventes, quelle est ma commission, et en fonction de tout ça, de m'accorder un budget de manière assez automatique qui irait dans Facebook Business Manager, pour sponsoriser mes posts. Enfin, je pense qu'il y a Bon, le sujet est passionnant, mais écoute, là, l'heure tourne. Ouais, exactement. Écoute, c'est tous les sujets que tu évoques, c'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir pour devenir la plateforme leader en social selling dans la beauté. On pourrait terminer là-dessus, mais j'ai quand même une question qui me taraude depuis tout à l'heure, donc je la pose, c'est pas grave. Tes ambassadeurs sont c'est des ambassadeurs qui représentent ta marque et le distribuent à une audience. Est-ce que Joli Moi a la distribution physique ? On pourrait considérer les Galeries Lafayette, comme un ambassadeur, et tu pourrais avoir un corner Joli Moi Alors, on a la distribution physique, du coup, à travers ces ambassadeurs qui eux, sont en capacité de voir un client physiquement. Après, tu veux dire un corner. C'est intéressant, tu évoques ça. On a une plateforme e-commerce qui avait créé des partenariats effectivement avec typiquement Le Bon Marché qui avait son corner aussi, Le Bon Marché. Et écoute, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Je trouve que c'est assez malin. Au départ, on avait vraiment pour stratégie de commencer à créer des lieux, mais soit en s'appuyant effectivement sur des endroits comme ça qui ont une grande notoriété pour créer du trafic et créer de la visibilité sur la marque. Ça, je trouve ça très malin, mais toujours dans notre cas avec une dimension servicielle. Donc l'idée, ce serait de faire vivre l'expérience Joli Moi de conseil, d'accompagnement. Donc il y a un modèle économique à trouver aussi, parce que ça a un coût. Maintenant, c'est vrai que le Covid a quand même un petit peu ralenti toutes ces velléités de physique. Pour être très transparente avec toi, c'est pas du tout quelque chose qu'on abandonne. Okay. Mais par contre, c'est quelque chose. Non, c'est pas. On l'abandonne pas parce que moi, je crois vraiment dans un renouveau du retail et dans notre capacité justement, puisqu'on a aussi un réseau qui est présenté localement, d'avoir des nouveaux concepts retail qui s'appuieraient aussi sur cette communauté et qui permettraient à notre communauté de se rencontrer in real life. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas trop le moment pour nous et on préfère accélérer sur la digitalisation et sur tous les outils tech versus investir aujourd'hui sur ça. Mais je pense que c'était dans notre stratégie de départ, ça a juste été un peu mis en stand-by là, avec le contexte. Isabelle, c'était passionnant. J'ai appris énormément de choses et j'espère que vous aussi, chers auditeurs. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année qui vient ? T'as un objectif ? Écoute, tu peux me souhaiter de toujours continuer à apprendre et à toujours nous perfectionner sur les réseaux sociaux. Le gros enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de grandir. On grossit beaucoup et tu peux me souhaiter de bien grandir et de toujours garder les valeurs et la culture Joli Moi, même quand on sera 100. Vous êtes combien actuellement ? On est 20. On est 20, ok. Vous êtes 20, pardon. Isabelle, merci infiniment. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le noter sur votre plateforme d'écoute préférée, d'en parler autour de vous et de vous inscrire à la newsletter du panier sur lepanier.io. J'envoie chaque semaine les 3 principaux insights, 3 principaux conseils de la personne que j'ai reçue. Je vous annonce aussi
comme ça, si c'est annoncé, je suis obligé de le faire, que je vais lancer une série spéciale qui s'appelle les catch-up du panier ou les follow-up du panier, qui est de prendre un invité qui est passé il y a 6 mois, 1 an, et de faire un petit call de 15-20 minutes pour savoir ce qui s'est passé depuis l'enregistrement et ce qu'il y a des nouveaux apprentissages qu'il peut partager. Voilà, ça commence très bientôt. Isabelle, merci infiniment. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.